de l'Amérique. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde. Aujourd'hui, voici les titres de votre journal. Drame en Tanzanie. Des dizaines de personnes sont mortes noyées et d'autres portées disparues après le naufrage d'un ferry. De nombreux musulmans du monde observent l'Achoura, l'un des jours sacrés de l'islam chiite. L'autoflagellation figure au programme des rituels. L'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre lundi à New York. Plusieurs sujets d'importance y seront débattus. Bonsoir. Tragédie en Tanzanie où le président John Magufuli a décrété un deuil national de 4 jours suite au naufrage d'un ferry sur le lac Victoria. Le bilan est lourd, au moins 131 morts. Le chef de l'État tanzanien dit avoir ordonné l'arrestation de toutes les personnes impliquées dans la gestion du ferry. Les opérations de secours se poursuivent selon les responsables gouvernementaux. Arzuma Compaoré. L'épave du ferry ayant chaviré dans la partie tanzanienne du lac Victoria. Le bilan est lourd, au moins 100 morts. Un nombre qui pourrait bien augmenter, puisque selon les premières estimations, il y aurait eu plus de 300 personnes à bord. Nous sommes là pour sauver des vies et avec l'aide de Dieu, nous en sauvons. Quant à ceux qui sont morts, nous les sortirons aussi. Mais pour l'instant, nous nous concentrons sur les opérations de secours, comme vous pouvez le voir. Le ferry a coulé à quelques mètres du quai, sur la plus grande île du lac Victoria. Selon les autorités, 2 vaisseaux ont été dépêchés pour appuyer les opérations de sauvetage. Comme vous pouvez le voir, des spécialistes sont sur place. Nous avons contacté MV Clarias de Mwanza et nous lui avons demandé de venir ici. Le MV Nyawunge a également été détourné pour venir sur place. La détermination du nombre exact de passagers à bord est difficile. La personne distribuant les billets s'étant elle-même noyée avec sa machine. En 2012, au moins 145 personnes à bord d'un navire surchargé ont trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry dans l'archipel semi-autonome de Zanzibar, en Tanzanie. Des morts également au Mozambique où au moins 12 habitants de Pekoué, un village de l'extrême nord du pays, ont été tués, dont un par décapitation et 14 autres sérieusement blessés jeudi lors d'une nouvelle attaque attribuée aux Shababs, un groupe islamiste qui sévit dans la région. L'on dénombre par ailleurs près de 55 maisons incendiées. Cette attaque est la plus meurtrière commise par ces djihadistes depuis leur émergence en octobre 2017. Selon les témoignages recueillis sur place, ces Shababs professent une stricte application du Coran, mais n'ont pas pour l'heure émis de revendications. La République démocratique du Congo a confirmé un cas d'Ebola à sa frontière avec l'Ouganda. Les autorités congolaises en ont fait l'annonce ce vendredi. L'épidémie Ebola a tué près de 97 personnes depuis juillet et infecté 46 autres dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le vice-gouverneur de la province d'Ituri, Keta Oupar, a déclaré dans un communiqué que le dernier cas d'Ebola avait été signalé à Tchomia sur les rives du lac Albert. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ne briguera pas un 3e mandat, promesse faite hier sur les antennes de la télévision nationale après les élections locales, régionales et législatives largement remportées par son parti, l'Union pour la République. Il a assuré qu'il ne modifiera pas la Constitution pour un 3e mandat, de même qu'il a menacé les islamistes. Le dirigeant mauritanien a toutefois averti qu'il n'entend pas laisser le champ libre à ceux qui ont pillé les ressources du pays. Le ton monte en Côte d'Ivoire entre opposition et pouvoir.
À 3 semaines des élections locales du 13 octobre, l'opposition maintient donc ses exigences. Elle demande ainsi au gouvernement de reformer la commission électorale indépendante. Les précisions de notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara. L'opposition dénonce ce qu'elle appelle une volte-face du président Alassane Ouattara après son discours du 6 août dernier. Discours dans lequel il avait promis au plus vite une réforme de la commission électorale. Le président de la République, à la veille de la fête nationale de l'indépendance, le 6 août, a annoncé aux Ivoiriens qu'il avait donné des instructions au gouvernement à l'effet de reformer la commission électorale indépendante. Il a ajouté « parce que je souhaite que les prochaines élections soient inclusives ». Quand on dit les prochaines élections, c'est les plus proches élections. Et les prochaines élections, c'est le 13 octobre. Dire après qu'on a dit que c'était uniquement pour les élections présidentielles 2020, c'est un reniement de sa parole. Pour se faire entendre, certains opposants tentent de mobiliser leurs partisans. EDS invite vivement le chef de l'État, Abdraman Ouattara, à revenir sa parole, convoquer les acteurs politiques ivoiriens à une table ronde pour discuter de la refonte de la CENI avant les élections locales du 13 octobre 2018. Plusieurs organisations de la société civile plaident également pour une réforme de la commission électorale. Nous avons recommandé en son temps que cette CEI soit réformée avant toute élection. Pourquoi? Parce que nous avons voulu que tous les acteurs impliqués dans le processus électoral se retrouvent autour d'une table et mettent à plat tout ce qui s'est passé. À la veille de chaque élection, le débat sur la composition de la commission électorale indépendante refait surface. Et de nombreux Ivoiriens sont convaincus que celui qui contrôle cette institution est assuré de remporter les élections. Georges Ibrahim Tunkara pour VOA Afrique, Abidjan. Jusqu'à 30 ans de prison, c'est ce que risque Mohamed Touré, fils du président de Guinée, de l'ancien président guinéen donc, et son épouse Déni Kroos Touré, ici aux États-Unis. 30 ans s'ils sont reconnus coupables d'avoir réduit en esclavage pendant 16 ans une jeune femme. Le couple a été inculpé mercredi au Texas de 5 chefs d'accusation, notamment pour travail forcé et hébergement illégal d'étrangers pour des gains financiers. Des accusations rejetées par l'avocat du couple Scott Palmer, qui a qualifié de faibles les preuves du gouvernement pour un éclairage et qui a Badou adjoint à New York, Bakary Tandja, défenseur des droits des immigrants. J'ai eu à faire référence à cette loi qui est adoptée par le Congrès, bon, non seulement qui les protège, parce qu'ici aux États-Unis, qu'on soit document légal ou illégal, nous avons des droits fondamentaux. Lorsqu'on est victime d'agression ou de crime, on a droit à faire la justice. Et en plus, cette loi particulière qu'on appelle T-Visa, bon, non seulement protège les victimes, mais en plus de ça, elle leur donne l'opportunité de légaliser leur situation ici aux États-Unis. Il y a beaucoup d'organisations qui assistent. Bon, même ici, nous, dans notre organisation African Services Committee, nous avons un département légal. Il y a beaucoup d'organisations à but non lucratif qui ont des départements légaux qui assistent gratuitement ces personnes-là. Le président Donald Trump se joindra aux autres dirigeants du monde lundi à l'ONU pour l'Assemblée générale annuelle de l'instance. De nombreux sujets d'importance, comme le changement climatique ou encore la paix, seront débattus au cours de ces assises. Le président américain est aussi attendu sur la dénucléarisation de la Corée du Nord et d'autres questions urgentes. La correspondante de la VOA à l'ONU, Margaret Béchir, jette un regard sur tous ces sujets. Le récit est de Yacouba Ouidraogo. Les États-Unis ont une grande force et de la patience, mais si elle est contrainte de se défendre elle-même ou ses alliés, nous n'aurons pas d'autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord. L'homme fusée s'est engagé dans une mission suicide pour lui-même et pour son régime. C'était il y a 1 an, lors de son premier discours à l'Assemblée générale de l'ONU. Depuis, le ton du président américain à l'égard de Kim Jong-un s'est amélioré après le sommet historique avec son homologue nord-coréen à Singapour en juin dernier.
Sauf que de nouveau, un enjeu électoral se profile à l'horizon avec les élections de mi-mandat en novembre. Trump n'est pas vraiment ici pour charmer les autres dirigeants. Il est là pour donner des titres aux journaux avec quelques puissantes déclarations juste avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Il y aura donc du feu et de la fureur. Même si son approche non conventionnelle n'est pas sans risque, elle a suscité le dialogue. Beaucoup vont observer le ton de Donald Trump sur la Corée du Nord lors de son discours mardi matin. Kim Jong-un ne sera pas dans la salle, mais va probablement suivre cela de près depuis Pyongyang. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a invité son homologue nord-coréen à le rencontrer à New York. Jeudi, M. Pompeo présidera une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU et fera un exposé sur l'état des discussions avec Pyongyang. Il va exhorter les autres pays à maintenir les sanctions jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des mesures concrètes pour sa dénucléarisation. Les États-Unis occupent la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU et mercredi, Donald Trump va y présider une réunion sur la non-prolifération nucléaire. Il pourra évoquer le cas de l'Iran. L'Iran continue d'être un problème et semble avoir ses empreintes digitales sur tous les coins dangereux du monde. Même si la Corée du Nord et l'Iran peuvent faire la une des journaux, les discussions porteront sur les enjeux mondiaux pressants, y compris les conflits dans le Moyen-Orient et en Afrique, le réchauffement climatique et le développement. Également dans l'actualité ce soir, les musulmans du monde entier observent l'Ashura, l'un des jours les plus sacrés de l'islam. Il s'agit du 10e jour du Muharram, le premier mois du calendrier islamique. Pour les musulmans chiites, c'est le jour du deuil pour les sacrifices consentis au 7e siècle lors de la bataille de Karbala, en particulier la mort d'Hussein ibn Ali, le petit-fils du prophète Mahomet. Les musulmans chiites marquent cette journée par divers rituels, l'un d'eux étant l'autoflagellation. Les précisions avec Slitika Hawk et Irénée Herman Umbo. L'autoflagellation prend des formes parfois extrêmes. Jeudi, ici à Bagdad et à Bassora, deux villes irakiennes, des chiites se sont entaillés la tête à l'aide de poignards, laissant couler du sang sur leurs visages et leurs vêtements, en signe de compassion pour Hussein ibn Ali, décapité par ses ennemis, les sunnites. Ce n'est que du sang que nous offrons à Hussein. Même si on se sacrifie pour lui, cela ne serait pas suffisant. Nous sommes prêts à offrir tout ce que nous avons, nos vies, nos enfants et nos familles pour l'intercession de Hussein au jour du jugement dernier. À Téhéran, la capitale iranienne, l'autoflagellation a été moins dure cette année. Sous une tente du Grand Bazar, les fidèles ont participé à une cérémonie qui consistait notamment à verser des larmes. Dans une autre partie de la ville, les jeunes ont sacrifié à la tradition au rythme des sons de tambour. Au Grand Bazar, ils font vraiment le deuil traditionnel. Je pense que c'est bien. Si vous y allez, vous pourriez apprendre quelque chose sur la religion. Mais avec notre génération, la situation a changé et beaucoup n'aiment pas le deuil traditionnel. Dans certaines communautés, les musulmans chiites ont remplacé les blessures auto-infligées par des dons de sang. Des médecins et des infirmières volontaires de Beyrouth au Liban aident ceux qui souhaitent donner leur sang. C'est aussi l'occasion de partager le repas en famille, comme cela se passe ici dans la ville de Karbala, en Irak. Un invité de marque à l'Élysée, Mahmoud Abbas, le président palestinien, a été reçu ce vendredi par le président français Emmanuel Macron. Les autorités palestiniennes, touchées par le gel des subventions provenant des États-Unis, tentent d'obtenir le soutien d'autres partenaires. La situation économique du pays reste sans perspective, surtout dans la bande de Gaza où le développement est en nette régression selon les Nations Unies. Plus de 3 millions, c'est le nombre de personnes mortes dans le monde en 2016 en raison de la consommation excessive d'alcool, soit un décès sur 20. Ces données ont été révélées ce vendredi par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, nous apprend également que plus de 3/4 des victimes étaient des hommes, mais ces chiffres n'effraient pas grand monde et la consommation mondiale d'alcool devrait augmenter au cours des prochaines années. C'est la fin de cette première partie du Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. En Afrique du Sud, le Comic-Con Africa fait ses débuts et de nombreux fans de cinéma et des jeux vidéo ont répondu présent. Du cinéma, il en a été question au Kenya lors d'un festival qui a mis en avant des courts-métrages produits par des réfugiés. Et puis enfin sport, la Coupe du monde féminine de basket commence demain en Espagne. Le Sénégal affronte les États-Unis. Rendez-vous attendu, celui de Culture Hebdo, comme tous les vendredis. Ekia Badou est là. Bonsoir Ekia. Bonsoir John. Alors de quoi parle-t-on cette semaine? Bonsoir à tous également. Alors on commence avec une nouvelle qui endeuille le cinéma africain et plus particulièrement le cinéma ivoirien. Ahmed Souané est décédé des suites d'un arrêt cardiaque hier, selon son entourage. Il était très apprécié du grand public, notamment pour son rôle dans la série Dr Boris, qu'il incarnait depuis 2008. Le cinéaste a remporté plusieurs trophées, dont celui de la meilleure participation en avril 2014 au Togo lors du festival du cinéma de Lomé, où il était formateur. De nombreux internautes lui rendent aujourd'hui un vibrant hommage. Beaucoup le décrivent comme une personne agréable, humble et talentueuse. Voilà, une personne... Et aussi, je propose de voir un extrait tout de suite pour voir qui il est, d'un film dans lequel il a eu un grand rôle, celui d'Henri Duparc qui s'appelle Caramel. Il était l'un des personnages principaux. Amen. Tu appelles ça une prière? C'est plutôt un télégramme que tu as adressé au bon Dieu. Mon frère, télégramme ou pas, ce qui est sûr, c'est que c'est arrivé. Où je suis là, je ne me reproche pas grand-chose. Pardon, laisse-moi manger, j'ai faim. Toi qui aimes la salsa, je sais que tu vas adorer. Et puis les femmes qui y vont, il y en a devant lesquelles tu vas fondre. Et c'est toi, ma soeur, qui va m'indiquer maintenant les lieux où je peux aller draguer. Écoute, actuellement, j'ai beaucoup trop à faire que d'aller sautiller comme un cabri dans une boîte de nuit. Un acteur plein de talent, paix à l'âme du disparu, et le portrait de la semaine, Ekia. Alors le portrait de la semaine nous amène au Cameroun, direction le Cameroun, avec l'auteur et interprète Stanley Eno, qui depuis 5 ans ne cesse d'être dans les chartes camerounaises. Et il prépare en coulisses un album en puisant dans les ressources musicales camerounaises, et pas seulement. Lors de son récent séjour ici aux États-Unis, il m'a expliqué combien il était important de travailler avec ses compatriotes. Regardez. Non, je pense que chacun dans son côté, on est mort. On est mort et même enterré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler comme ça. Il est temps de travailler de travailler ensemble. C'est-à-dire que dans mon album à venir, waouh, il y a des feats vraiment costauds, que ce soit d'ici et d'ailleurs. Moi, j'ai collaboré avec Davido, Mr Easy. Au Cameroun, il y a Petit Pays, la légende dans l'album. Il y a Daphné, la Sexy Makero, il y a Nabila dans l'album, il y a Loco, il y a Tizi Ponchak, tellement c'est lourd, il y a Fally Ipupa dessus l'album. Donc j'ai un album, j'ai un projet vraiment costaud. La baby me dit que je suis conna. Stanley Eno, tu es over, partout, hey, du coup is over, Casanova, cheer. She be calling me Casanova. She calls me Casanova. Casanova. She calls me Casanova. Casanova.
On écoutait Casanova, j'ai vu tes doigts bouger sur la table, je ne sais pas si tu es courageux, mais en tout cas l'album va s'appeler Stanley Eno Versus et il sera dans les bacs avant la fin de l'année. Demain, il y aura une présentation à Douala, si tu veux y aller, en exclusivité devant 3000 personnes, fans et presse. En tout cas, j'y serai un esprit et Kiabadou et à la prochaine, merci d'être là. Un festival de films pas comme les autres au Kenya, de Film Aid Film Festival, et à l'affiche et sur le grand écran, un groupe de personnes dont on parle très souvent, mais pas au cinéma, les réfugiés. Organisé par l'association Film Aid en collaboration avec Amnesty International, le festival a présenté une sélection de courts-métrages sur l'exil et l'identité produits par des réfugiés eux-mêmes. C'est un reportage d'Eraël Umbour, le récit est d'Arzuma Compaoré. Film Aid International est un groupe humanitaire qui utilise des films et des médias pour mettre en exergue les questions sociales. Chaque année, le groupe organise des festivals de films au Kenya pour informer, responsabiliser et inspirer les réfugiés et autres populations marginalisées. Cette année, c'est dans les camps de réfugiés de Dadaab, de Kakuma et à Nairobi que les projections ont eu lieu. Nous espérons accomplir diverses choses. L'une d'elles est de faire voir les visages des réfugiés, généralement présentés comme des statistiques, découvrir ces visages et se faire une idée de qui ils sont et de le partager. Deuxièmement, nous voulons engager un dialogue avec les Kenyans qui accueillent des réfugiés depuis longtemps sans vraiment comprendre ce que cela signifie. L'un des films projetés à ce festival est The Other Dadaab, l'autre Dadaab, un documentaire de 5 minutes réalisé par Abdirissak Jama Shire sur les réalités du camp de réfugiés de Dadaab, le plus grand camp de réfugiés au monde avec une population de près de 500 000 personnes. Dans le documentaire, Dadaab est présenté comme pratiquement une ville avec sa propre dynamique socio-économique. Je suis vraiment content. Film Aid nous montre de près comment cela se passe pour ceux qui vivent dans les camps, leur genre de vie, les souffrances qu'ils endurent. La principale leçon que j'ai tirée est que nous ne devrions pas mettre les réfugiés à l'écart, comme s'il s'agissait d'espèces différentes. Les projections de films dans les camps et à Nairobi ont été complétées par des tables rondes centrées sur les récits et les perceptions des réfugiés. Film Aid forme plus de 50 réfugiés par an à la réalisation de films, ce qui va favoriser la production d'un plus grand nombre de films sur la vie dans les camps. On reste au Kenya où la justice a levé pour 7 jours la censure du film kenyan Rafiki, interdit au motif qu'il traite de l'amour entre deux femmes, et ce, afin de permettre à cette œuvre de briguer une nomination pour les Oscars, notamment dans la catégorie meilleur film en langue, saisie par la réalisatrice du long métrage Wanuri Kahiu et l'ONG Creative Economy Working Group. La Haute Cour de Nairobi a toutefois précisé que le film ne pourra être vu que par des adultes consentants. L'homosexualité reste jusqu'ici illégale au Kenya. Yacouba Ouedraogo nous a rejoint et c'est pour nous parler de sport. On commence, Yacouba, par le basket. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. On commence effectivement avec la Coupe du monde de basketball féminine qui commence demain en Espagne et prendra fin le 30 septembre. 16 équipes y prendront part. Le Nigeria et le Sénégal vont représenter le continent. C'est avec une équipe diminuée que les Lions du Sénégal s'apprêtent à défier la montagne États-Unis demain donc. Le coach Chersay a fait état d'au moins 6 joueuses blessées. Il s'agit entre autres d'Oumou Kairi Thiam, Aïcha Sidibé, Aminata Fall, Astou Traoré et Yacine Diop. Les Américaines, avec leurs meilleures joueuses de la NBA, dames, s'avancent en grandissime favorite. Pour un nouveau sacre, cela fait 12 ans que les basketteuses américaines n'ont plus perdu un match en compétition officielle, soit 40 victoires consécutives. Les dernières à avoir battu les États-Unis, c'étaient les grandes rivales russes en demi-finale du mondial au Brésil, où elles avaient finalement pris le bronze. En football et parlant justement du Sénégal, Sabali et Niang sont de retour sur la liste d'Aliou Cissé pour la double confrontation contre le Soudan, les 13 et 16 octobre pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2019. Tenu en échec par Madagascar, début septembre 2-2, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a convoqué 23 joueurs pour le match face au Baréa. Appelés en début de mois, mais forfait, Youssouf Sabali, Idrissa Gana Gueye et Mbanyang effectuent leur retour donc.
Pour le reste, les têtes d'affiche Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Keita Baldé sont toutes présentes. Pas de retour en revanche pour Moussa Wagué, Badou Ndiaye et Kara Mbodj. Et puis avant de vous quitter, sachez qu'on connaît désormais 2 qualifiés pour les demi-finales de la Ligue africaine des champions. Il s'agit des Angolais du 1er de Agosto qui ont tenu en échec le TP Mazembe à Lubumbashi ce soir même. 1-1 après le 0-0 en Angola à l'aller et l'Espérance de Tunis victorieux 1-0 de l'Étoile du Sahel dans le derby tunisien. Et donc c'est tout pour les sports. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Yacouba. Des milliers de personnes, fans de cinéma, de bandes dessinées, de films d'animation et de jeux vidéo se sont donné rendez-vous à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour célébrer la première édition du Comic-Con Africa. L'ambiance, bien entendu, était électrisante, comme le souligne ici Blanche Sanou dans ce récit. Vêtus comme des zombies, des super-héros ou des anges masqués, des milliers de fans ont afflué au premier Comic-Con d'Afrique. Ce rendez-vous de 3 jours à Johannesburg est aussi l'occasion pour les artistes sud-africains de mettre en valeur les personnages locaux. Pour des créateurs de bandes dessinées comme nous, c'est une opportunité de partager notre travail avec le reste du monde. Ce qui est évidemment génial, nous en tirons beaucoup d'avantages. Bébé Comic est l'une des maisons d'édition basée à Johannesburg qui a présenté son super-héros Ntate Molefe. Ce personnage de fiction combat le crime dans sa région après la mort de sa famille. Une intrigue qui fait référence aux statistiques récentes sur la criminalité en Afrique du Sud. Nous avons tous grandi en adorant Batman, Spider-Man. Aujourd'hui, être en mesure de raconter nos propres histoires, c'est exactement ce que Comic-Con Africa rend possible en nous donnant cet espace. Nous sommes en mesure de montrer au monde nos capacités à nous approprier un art et à donner aux gens de belles histoires, de la bonne qualité, de l'art époustouflant. Et surtout, pouvoir le diffuser et susciter l'intérêt des gens. De façon générale, Comic-Con a toujours présenté de nouveaux jeux vidéo, souvent avec des budgets énormes, avec en majorité des héros blancs. Mais le duo sud-africain Yamakop brise ce plafond en lançant son nouveau jeu Semblance, le tout premier à être présenté hors d'Afrique sur la plateforme Nintendo Switch. Quand vous voyez l'industrie dont vous voulez faire partie et vous ne vous sentez pas concerné, vous vous dites peut-être que je ne suis pas à ma place ou peut-être suis-je censé être un rappeur ou autre chose. Le fait aussi est que lorsque vous commencez à voir plus de personnages différents, de différentes races, cela enrichit tout le monde. Le premier Comic-Con d'Afrique a été un immense succès. 18 000 visiteurs se sont arrachés les billets d'accès chaque jour. Les organisateurs promettent d'en faire un événement annuel en élargissant la plateforme aux artistes africains dans les années à venir. Et on s'est dit au revoir avec ces images de Chio au Chili, ils font partie donc de la police chilienne. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.